Bonsoir Annette Wevorka. Bonsoir Alexandra. Alors en effet, je ne suis pas sûre qu'il soit la peine que je vous présente. Vous êtes historienne mondialement connue, historienne de la Shoah. Vous avez passé votre vie à chercher, à fouiller dans les archives, à interroger des gens, à vous déplacer, à aller sur les lieux pour essayer de récupérer toutes les traces de cette tragédie, pour la raconter aussi bien à vos petits-enfants qu'au grand public. Et vous avez travaillé un peu finalement comme un journaliste, les faits, rien que les faits. Et donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce qui m'a d'abord intéressé quand j'ai lu Tombeau, votre livre, Tombeau, autobiographie de ma famille. J'avais lu déjà votre précédent livre sur la Chine, mes années chinoises, paru chez Stock en 2021. Et tout à coup, je me suis dit, mais comment, pourquoi tout à coup passer au jeu ? C'est-à-dire que l'historienne, donc encore une fois, parle de l'extérieur, en observatrice. Là, vous avez envie, besoin peut-être, de parler de vous. Donc avant qu'on rentre dans ce livre, qui moi m'a passionnée parce que ce sont des destins fracassés, des destins incroyables qui s'entrecroisent. Avant de rentrer dans ce livre, déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment, vous ayez envie de parler de vous et de façon très intime, puisque mes années chinoises, vous parlez de votre période, de la période où vous êtes parti en Chine, vous étiez maoïste, vous vouliez participer à la révolution culturelle, ou en tout cas l'observer au moins. Et ensuite, vous parliez de la dépression qui avait suivi. Et là, vous avez, certes, vous racontez votre famille, mais en parlant un tout petit peu de vous aussi. Vous y êtes, vous êtes là. C'est une question difficile. Bon, d'abord, je voulais remercier ma famille, qui est là nombreuse. Je ne sais pas qui, parce qu'avec avec la lumière, on ne voit pas. Parce que les uns et les autres ont répondu à mes questions. Et surtout, ils m'ont laissé rassembler tous les papiers de la famille. Donc, c'est mes premiers remerciements. Paul Salmona, Sophie Andrieux, aussi bien sûr, et puis au seuil, mes éditeurs qui vont par deux, Séverine Nickel, qui est déjà mon éditrice historique et qui a accueilli le projet, et Bernard Comment, qui l'a accepté dans sa prestigieuse collection. Moi, je ne suis pas du côté de la fiction, je suis dans le côté et compagnie. Et mes attachés de presse, Séverine Roscoe et Caroline Gutmann, et puis peut-être d'autres du Seuil, mais je ne sais pas. Et puis avoir là quand même une petite pensée pour Rachel Rich Wiewiórka, née Perelman, et pour sa copine de l'époque du Réveil des Jeunes, Léa Minzeles. Voilà. Rachel, alors, je vais essayer de répondre à la question. Alors d'abord, c'est pas tout à fait exact, parce que quand je suis rentré de Chine, j'ai fait une première mouture de ce qui va devenir après les années chinoises, qui était l'écureuil de Chine. Et que ensuite, mon désir était d'écrire la biographie de Wolf Wiewiórka. Et c'est parce que j'ai eu ce désir que j'ai pu écrire les tombeaux, parce que j'ai interviewé avec un magnétophone Abi, notre père, Méni, son frère, mon oncle, et puis d'autres. Et puis j'ai rassemblé énormément de documents qui figurent dans ce livre. Avec mon père, nous avons traduit des articles du Pariser Rhein, du journal. Donc il y avait ce projet. Que vous avez mis de côté. Hein. Et puis je l'ai mis de côté. D'abord, j'en étais incapable. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à écrire, j'avais suffisamment de recul pour voir que ce que j'écrivais était nul. Et puis, en allant... Vous l'aviez fait lire à d'autres personnes ? Vous l'aviez fait lire ? Non, mais je suis très désordonné. Je suis plutôt du côté balagan. Mais en ce qui concerne ce genre de papier, je garde. Et je sais où c'est. Voilà. Donc ça a été et mon désir aussi était d'apprendre le yiddish. Donc j'ai suivi des cours
comme on pouvait à l'époque, à Paris 7, Charles V, les cours de Rachel Hertel, les cours de Distrok Niborski qui venait d'arriver d'Argentine. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de maison de la culture yiddish. Je suis allé faire un stage de yiddish accéléré à New York, qui a été organisé par le grand centre d'archives et de recherche sur le yiddish et de bibliothèque, qui est le YIVO, et par l'Université Columbia. Alors, je ne voudrais pas faire honte à mes professeurs, mais mon don pour les langues est limité, donc je n'ai jamais atteint un niveau qui me permette de lire ou de parler couramment le yiddish. Mais vous le comprenez. Je le fais un peu mieux que Paul Salmona, mais pas beaucoup. Voilà. Et là, je suis tombé au YIVO sur un magnifique livre qui était le livre du souvenir d'une ville qui s'appelait Gérardow. Z-Y-R-A-R-D-O-W. Et dans ce livre, il y avait une nouvelle de Wolf Wiewiórka, une nouvelle de son frère aîné qui était aussi écrivain, Avrum Wiewiórka, un grand article sur chacun des deux hommes. Donc Wolf Wiewiórka qui est votre grand-père paternel. Voilà. Et j'ai trouvé tellement extraordinaire ces livres du souvenir que j'ai abandonné Wolf et que grâce et avec Distrok Niborski, nous avons fait ce qui a été mon premier livre disons d'historienne, parce qu'il y avait l'écureuil de Chine avant, qui sont les livres du souvenir mémoriaux juifs de Polong. C'était un livre tellement pionnier qu'il est passé totalement inaperçu. Et maintenant, tout le monde redécouvre les livres du souvenir, les traduit. Voilà. Donc, je suis passé effectivement du je au nous. J'ai continué avec le nous. Et puis le je revient avec les années. On pense tous qu'on est unique, mais on est quand même en gros à peu près pareil. Et arrivé la retraite venue, arrivé à un certain âge, on a envie d'abord de mettre un peu d'ordre dans sa vie, dans ce qu'on a fait. Et puis on pense davantage. Alors là, c'est pas que le jeu, parce que c'était l'idée de faire revivre quand même un monde. C'était une enquête, hein, c'était une véritable enquête. On va en parler pendant cette heure qui nous attend. C'est que vous êtes retourné partout, sur tous les lieux. Hein, vous avez même traversé, ça on y reviendra, vous avez même traversé la frontière qui sépare la France de la Suisse. Ça, c'est mon exploit sportif. C'est votre exploit, puisque vous racontez que ça n'a pas été évident, mais vous l'avez fait quand même, vous y êtes arrivé. Et voilà, donc vous allez nous raconter tout ça. Alors peut-être, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, peut-être pour ceux, je suppose que beaucoup dans cette salle ont déjà lu ce livre d'Annette Wiewiórka, mais quand même, pour ceux qui ne l'ont pas lu, que je vous brosse très succinctement le tableau et ce qu'il en est. Alors, il y a un arbre généalogique à la fin, ce qui est une bonne idée, parce que je m'y suis référée souvent. Il faut remercier Bernard Comment. Alors, Bernard Comment, c'est une excellente idée que vous avez eue, parce que c'est vrai que parfois on ne sait plus qui est qui, et donc c'est formidable de pouvoir s'y référer. Donc, ce livre, c'est l'histoire d'une famille juive percutée par la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, ou plutôt de deux familles. Deux familles qui sont les Wiewiórka, côté paternel, et les Perelman, côté maternel. Alors, moi, je l'ai lu un peu, moi qui suis une grande lectrice de romans, je l'ai presque lu comme un roman, avec des histoires qui m'embarquaient, des destins qui m'embarquaient. Et donc, c'est pour ça que je vais parler de personnages principaux. Parce que vous verrez, il y a plein de personnages qui se croisent dans ce livre, c'est ça qui est formidable. Mais je vais m'intéresser surtout aux personnages principaux que sont Wolf, donc votre grand-père, Wolf Wiewiórka, et sa femme Rosa dit Gittele, qui sont les parents de votre père Abraham dit Abi, et les Perelman, dont les personnages principaux sont Chaskiel, donc votre grand-père maternel, et Shawa, qu'on appelait aussi Awa. Rava. C'est Ève, en fait. Oui. Vos grands-parents donc maternels, qui sont les parents de votre mère Rachel, pour qui vous avez eu une pensée au début de ce débat, qui est une des rares à être, qui est peut-être la seule de cette génération à être encore en vie. Voilà.
Donc c'est important de faire la distinction parce que ces deux familles, beaucoup de choses les rassemblent, hein, puisque ces deux familles viennent de Pologne. Elles sont arrivées en France dans les années 20 à peu près. Pas du tout pour les mêmes raisons. Wolf est un littéraire. Lui, il est parti, il a quitté la Pologne parce qu'il en avait assez, il étouffait dans la religion, c'est ça. Vous allez nous le raconter. Chaskiel, ça, vous racontez que ça, vous n'avez jamais vraiment su pourquoi il avait quitté la Pologne. Bref, ils arrivent en France et Chaskiel est tailleur, va être tailleur en France, et Wolf va faire plein de choses. Lui, il veut découvrir le monde, il veut lire, il veut écrire, voilà. Et donc, ils ont plein de points en commun et en même temps, ils sont très différents. Ces deux grands-parents que vous nous racontez, qui sont vraiment le fil rouge de ce livre et qu'on est tellement heureux de retrouver, de suivre, et heureux ou pas, parce qu'il y a des moments où on préférerait ne pas être là et ne pas assister à ce qui se passe. Donc, ce sont vraiment des familles qui nous parlent, on les voit vivre. Et c'est ça qui est formidable, c'est que vous parvenez à les faire vivre. On les voit dans leur appartement du 10e, les Perelman, hein, c'est ça, c'est les Perelman. 9e. Du 9e, voilà. À la limite du 10e, mais 9e. À la limite, pas très loin du 10e. Ouais. Je parlais du 10e parce que, et ça m'a aussi beaucoup intéressée parce que finalement, vous vivez pas très loin de là où il vivait, vous vivez tout près. Oui, absolument. J'ai emménagé il y a une vingtaine d'années à, disons, quelques dizaines de mètres du 67 rue Rochechouart, où mon grand-père, on l'appelait Pépé, donc bon, on va l'appeler Raciel, mais s'est installé en 1930, où les trois enfants ont grandi, Roger, Rachel Brour, Berthe, Basiaelka, et ma mère Rachel, seulement Rachel, surnommée Rich, donc connue dans tous les... Enfin, comme ami, tout le monde l'appelle Rich. Donc ils ont grandi, et ce que je raconte, c'est que le confinement, où on était limité dans le temps et dans la distance, j'ai passé pratiquement toutes mes promenades à aller retourner sur les lieux où ils avaient été à l'école, les commerces qu'ils fréquentaient, le magasin du Fayel où ils achetaient à crédit. Donc disons que c'est une ère à IRE qui m'est très familière et qui est due à un hasard. Hein, c'est un hasard, c'est ce que je me demandais en lisant. C'est Alors pur après, hasard. quand on réfléchit beaucoup, on se dit que c'est pas totalement un hasard, parce que Berthe, notre tante, habitait au 7 rue Taylor. La rue Taylor, c'est près de la place de la République, donc dans le 10e arrondissement. Et mon frère Michel a habité un appartement dans l'immeuble que ma famille d'alors a habité après. Et c'est vrai qu'il y a eu un ancrage personnel dans le 10e arrondissement, et j'aurais tourné autour du 10e, limite 10e, 3e quand j'étais rue Taylor, limite, mais toujours 10e rue de la Frontière quand j'étais rue de Faubourg du Temple, et là je suis rue de Faubourg-Poissonnière, encore côté 10e, ce qui est moins chic que les numéros impairs qui sont eux côté 9e. Donc c'est un hasard, mais il y a quand même une sorte de pesanteur familiale qui a fait que ça a été le 10e arrondissement. Et c'est d'ailleurs très émouvant parce que quand on vous lit au début de votre livre, vous racontez notamment pendant le confinement, quand vous marchez justement dans ce quartier désert et que vous regardez les fenêtres, vous levez Je regarde les yeux vers presque les tous les jours. C'est ça. Notre grand-père passait énormément de temps à regarder par la fenêtre au 2e étage du 67 rue Rochechouart,
qui donne sur la rue Pétrel. Et il passait de longues heures à regarder la rue Pétrel. Et chaque fois que je passe rue Pétrel, ça peut être plusieurs fois par jour, je jette un coup d'œil aux fenêtres et je me demande toujours ce que mon grand-père voyait dans une rue où rien comme rue Pétrel, c'est très rare à Paris. C'est une rue où il n'y a rien, il n'y a pas un commerce, il n'y a rien du tout, il n'y a rien à voir. Et chaque fois, je regarde, je pense à lui, je pense beaucoup aux gens par les lieux. Hein, et je me dis, qu'est-ce qu'il voyait alors oui, mais les lieux sont très importants dans ce livre. Et c'est les lieux, les hommes, les femmes. Alors, vous avez évoqué Berthe, oui. Votre tante. Oui, la sœur aînée, l'aînée de la fratrie Perelman. Et c'est elle qui ouvre ce livre. C'est elle qui est, pour ainsi dire, la raison de ce livre. En tout cas, qui est l'élément déclencheur, disons. D'ailleurs, le chapitre est titré avec beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de traits d'humour d'ailleurs malgré la tragédie. C'est un mélange de. Il y a beaucoup de. Ça m'a marqué aussi. Donc ce chapitre sur Berthe s'appelle Adieu Berthe. Adieu Berthe. Voilà. Oui. Et ce qui m'a fait rire. C'est triste parce que pour certains, pas pour tous, ça finit mal, très très mal. Mais ça n'empêche qu'ils ont eu une vie avant. Et que, surtout chez les Vieviorca, ce qu'on nous a transmis de cette vie, c'était une vie quand même très joyeuse. Voilà. Et donc, oui, donc, et puis il y a beaucoup d'humour. Enfin, je pense que l'humour est aussi, j'espère, un trait familial que nous avons conservé. Mais effectivement, adieu Berthe, parce qu'il s'est passé quelque chose qui pour moi a été un peu curieux, qui est qu'au moment du décès de Berthe en 2012, en août, à la fin du mois d'août 2012, dans cette période-là, est sorti le film Adieu Berthe. Et il y avait plein de points communs entre la Berthe du film et notre tante Berthe. Et effectivement, bon, je raconte un peu ça, on a avec mon cousin Marc, on a vidé l'appartement, et pour moi, il y avait quelque chose de sidérant de penser que cette femme qui avait vécu jusqu'à 92-93 ans ne laissait rien derrière, rien. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de biens. Donc il n'y avait pas une maison, elle n'avait pas écrit, elle n'avait pas peint. Sa fille unique, Evelyne, était décédée avant elle. Et je me suis dit, ben voilà, on peut comme ça être effacé. Et je pense que l'histoire de la Shoah, c'est quelque chose qui m'incite à ne pas aimer l'effacement. C'est-à-dire à penser à avoir cette idée qu'il faut laisser une trace. Laisser des traces. Et à ce moment-là, je essayé d'écrire sur Berthe. Bon, j'ai commencé à écrire et puis j'ai abandonné. Mais c'est ça qui m'a incité à... Et l'histoire, notamment l'histoire d'avortement dans l'après-guerre qui a été une tragédie pour les deux branches de la famille, c'est ça qui m'a incité à essayer de nouer. Je fais ce geste-là parce que je partais de Berthe, je suis ensuite allé du côté des Vieviorca, puis du côté des Perelman, et puis je les ai réunis dans ce que j'ai appelé les années politiques, c'est-à-dire les années, pour aller très très vite, autour du Front populaire, qui ont été pour tous des très très belles années. Alors, ils ont eu de très belles années. Racontez-nous comment justement vous avez procédé, comment vous avez fait pour... alors vous aviez écrit, il y avait des choses que vous aviez rédigées déjà, parce que ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous aviez mis de côté, vous aviez quelques archives, mais vous avez fait un vrai travail de recherche, d'enquête, pour remonter. Vous avez appelé des gens, vous êtes allé sur place, vous avez essayé de trouver des témoins de cette période. Comment avez-vous procédé ? Alors, c'est vraiment un travail de 40 ans. Par exemple, il y a juste 23 ans, je me rappelle de la date parce que c'est celle de la naissance de l'aîné de mes petits-enfants,
qui est né à Grenoble, enfin à la Tronche pour être précise. Je vais à Grenoble, je vais farfouiller dans les archives. Je suis aussi un cimetière de projets. Hein. J'ai eu 1000 projets que je n'ai pas menés à bien. Mais là, je m'étais dit, je vais écrire quelque chose. Je vais aller souvent à Grenoble. Je vais faire un machin sur Grenoble pendant la guerre. Et là, j'ai rencontré un jeune homme, un homme jeune, qui travaillait aux archives, qui s'appelle Tal Brutman. Et c'est lui qui m'a sorti tous les dossiers d'étrangers de la famille Perelman. Ils étaient tous étrangers, sauf Rachel. Donc c'est la seule qui n'avait pas de dossier. Tous les dossiers. Et donc j'avais déjà ces dossiers. Et comme ça, de temps à autre, j'avais une idée. Par exemple, un jour, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai cherché l'acte de décès de Rava Perelman. Et ça a été très long parce que ce qu'on ne voit pas, c'est les tâtonnements. Mais elle s'est noyée en passant la ligne de démarcation à Saint-Jean-des-Vignes. Et je ne trouvais pas Saint-Jean-des-Vignes. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que Saint-Jean-des-Vignes avait été absorbé dans Chalon-sur-Saône. Donc c'est des heures et des heures et des jours à pianoter sur Internet pour quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Enfin, voilà. Et j'avais cet acte de décès. J'ai ensuite essayé de trouver... C'est quand même un épisode tragique. Il y a eu 3 noyés dans ce passage de la ligne. Donc ça, c'est quand ils sont passés quand de ils sont France... passés après quand ils sont passés de Nice, non, de zone... après la rafle du Veldiv, quand ils sont passés de la zone occupée en zone non occupée. J'ai interrogé les archivistes pour savoir s'il y avait quelque chose. J'ai interrogé le collègue spécialiste de la ligne de démarcation, dont le nom m'échappe provisoirement. Donc j'ai fait ce travail-là. Donc c'était un travail que j'ai fait pendant 40 ans. Ça me prenait, puis ça me lâchait. Et il n'y avait pas de projet très... Il n'y avait pas un vrai projet de livre, mais simplement de rassembler de la documentation. Et puis après, j'ai été plus systématique. Donc plus systématique, j'avais le dossier de naturalisation de mon père depuis, je crois, 2000, la photocopie. Et puis plus systématique, je suis allé dans les archives de la surveillance étrangère, parce que j'adore cette histoire. Il y a 650 000 dossiers de surveillance des étrangers qui ont été volés par les nazis, transférés par eux à Berlin pendant... les soviétiques ont mis la main dessus. Ils les ont mis dans un centre d'archives très bien classé. Il y a des cartons encore en cyrillique avec des inventaires et tout. Et tout le monde pensait que ces 650 000 dossiers avaient disparu. Et puis après l'effondrement de l'Union soviétique, ils ont été rendus à la France. Mais ces dossiers-là, ils auraient été pilonnés. Donc on ne va pas remercier les nazis quand même, mais ces dossiers ont été sauvés. J'ai trouvé des dossiers sur Wolf Viviorca-Guitelet qui souffrait de graves phobies administratives, donc qui n'étaient jamais en règle. Et puis divers dossiers. Le dossier d'expulsion de Raskel Perelman, l'histoire de son expulsion, elle circulait dans la famille. On savait qu'avant qu'il fasse venir sa femme et ses enfants, il y avait une menace d'expulsion. Mais là, donc j'ai fait les choses systématiquement. La spoliation de l'atelier de Raskel Perelman, l'organisation aussi, la spoliation d'une entreprise qui avait monté des personnes, les frères Herschmann à Nice, qui s'appelait le Sac de Nice, où mon père a travaillé. Donc après, j'ai fait les choses systématiquement. Je suis allé à Berne, aux archives fédérales suisses, très bien organisées, où j'ai regardé les dossiers de réfugiés en Suisse. Donc la dernière phase a été systématique. Mais j'avais déjà beaucoup de choses. Vos parents, vous avez parlé, vous avez pu les interroger, vous avez c'est difficile de répondre à cette question. Moi, quand je suis rentré de Chine, j'ai beaucoup parlé à mon père. C'est-à-dire que c'était pas, comment dire, il n'y a pas eu une parole spontanée.
Puis de toutes les façons, je pense que jusqu'à un certain âge, on s'en fichait un peu. Hein. C'est-à-dire, il faut bien voir que on dit toujours, ils n'ont pas parlé, certes, mais on n'a pas forcément demandé. Mais dans les années 80, oui, mon père parlait très très volontiers, sauf de ce que je ne demandais pas. Donc, quand j'ai écrit, j'ai regretté de ne pas avoir demandé cela. Mais il parlait volontiers. Votre grand-père Perelman, en revanche, vous dites bien qu'il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais un rien dit. taiseux absolu. C'était vraiment un homme de peu de mots, que ce soit en yiddish et en français. En 70 ans, il n'a de présence ici, il n'a jamais parlé. Mais je voudrais quand même raconter une anecdote, parce que c'est très important. On n'arrête pas de dire on n'a pas parlé, on n'a pas... j'avais organisé une antenne des Fortnum Video Archives qui a fait des interviews de survivants. Et quand j'ai cherché des renseignements qui étaient compliqués à avoir sur les camps, c'est un peu décousu hein, ce que je raconte, hein, mais sur les camps de réfugiés en Suisse où Mény, Abi, Jacob Paxiars, qui était un ami de maternelle, ont été internés. Girenbad, il y avait plein de renseignements, il y avait des gens célèbres à Girenbad. À Girenbad, il y avait Manès Perber, il y avait Lucien Goldman, il y avait Boris Frankel, le Sherpa en trotskisme de Lionel Jospin. Il y avait un ténor très célèbre qui s'appelait Joseph Schmidt. Donc c'est très documenté. Il y a un instituteur qui est un historien local qui a rassemblé. L'autre camp, Arisdorf, rien. Rien. Je suis allé à Arisdorf avec ma collègue suisse, Ruth Fivas-Timmerman. Rien à Arisdorf. Donc j'interroge une jeune historienne, Constance Paris de Bollardière, qui travaille à l'American University of Paris, qui garde qui donne les accès aux vidéos. Et elle me répond, il y a 2 vidéos, sur Arisdorf, c'est évoqué dans 2 témoignages vidéo enregistrés, celui de Méni Vieviorka, celui de Félix Weissmann, qui était son copain de camp, et c'est toi qui les as interviewés. Je les avais interviewés en 92. Et vous nous en souvenez Et je n'avais aucun souvenir. Et je peux garantir qu'il n'y avait rien à refouler, il n'y avait rien à occulter. C'est-à-dire, c'était vraiment pas... voilà, j'avais totalement oublié. Et voilà. Donc, il faut se méfier aussi de sa propre mémoire. Et dans ce témoignage, Ménier évoque longuement l'homme Henri Cuslinger, qui les a fait passer en Suisse. Et moi, ça faisait des mois que j'en kikinais tout le monde. Tu sais comment ils sont passés en Suisse? Est-ce que tu as des renseignements? Alors que c'était dans ce témoignage. Et dans la première version, avant de voir le témoignage, j'avais écrit « Personne n'a jamais évoqué devant nous la figure d'Henri Cuslinger ». Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont compliquées et il faut... Il faut beaucoup de patience. Voilà, il faut beaucoup de patience. Ouais. Voilà, il faut beaucoup de patience. C'est voilà. Et les témoignages. Alors, Jacob Paxiars a donné son témoignage pour aller vite à Spielberg. Donc, il y a un témoignage vidéo. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est vraiment de nouer le témoignage et l'archive. Oui. Et ne pas faire une confiance pour absolue que dans l'archive, oui. Parce que l'archive, parfois, l'archive n'est pas une garantie de vérité. Surtout que ces étrangers, quand ils ont besoin, ils mentent. Oui. Et ils ont bien raison. Ils trafiquent leurs papiers et voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'à ce stade, on peut voir des photos? Je crois qu'on a, voilà, ça c'est une photo de Wolf Ivorka, donc votre... ça c'est le portrait... un portrait, pardon. Oui. Le portrait de Wolf Ivorka. C'est le portrait de Wolf Ivorka qui a été peint en 1941 à Toulouse par Jacob Machnik,
qui a été exposée ici. Donc c'est une photo qui vient d'ici. Et effectivement, Jacob Macznik était aussi à Nice. Et lui et sa femme ont fait partie du même convoi. Ce qui me frappe, je vais quand même le dire parce que je ne l'ai pas écrit, mais c'est cette tête légèrement penchée. La tête légèrement penchée, on la retrouve dans la description que mon père faisait de son père. Et on la retrouve dans la description que fait un écrivain yiddish qui s'appelait Tzikert, qui a noué une amitié à Tzikert, c'est celui qu'il a rencontré à Auschwitz, c'est ça? Ah, c'est un passage formidable. C'est un passage très bouleversant. Oui, bouleversant. Et c'est surtout cette tête penchée comment dire, bon, je n'ai jamais mis ce témoignage en doute parce qu'il n'y avait pas de raison de le mettre en doute. Mais la description physique de la tête penchée. Mais je me demande d'ailleurs si sur la photo qui va suivre, qu'on va voir, parce que je crois qu'il y a une deuxième. Voilà. Donc, alors, voilà, j'avais l'impression qu'il avait un peu la tête penchée. Deux photos. Ça, il faut rendre hommage à notre mère qui a soigneusement gardé les photos, fait un album, légendé les photos. Donc, Wolf, c'est pratique, il porte la barbe. Et à l'époque, c'est pas la mode. Quand vous avez le congrès de la culture yiddish, une photo, vous avez, je sais pas, 200 personnes, il est le seul à avoir la barbe. Donc on le reconnaît très facilement. À côté, c'est... Alors je suis hésitante, parce que la famille Wiewiórka, c'est une famille très baroque et assez recomposée. Parce que Guy Tellet, qui s'appelait vraiment Guy Tellet, mais comme elle a immigré avec les papiers de sa sœur, elle a immigré avec des papiers où elle s'appelait Rosa. Donc c'est elle qui est juste la femme de Wolf. En dessous. Ensuite, il y a les deux sœurs, Thérèse et Esther. Et puis les deux petits que vous voyez, c'est au milieu Abi et à côté Ménie. Donc Abi, votre père, c'est celui qui est juste en dessous de Guy Tellet. Voilà, oui. D'accord. À moins que c'est le contraire. Ou c'est le contraire. C'est voilà. Mon père, bon, heureusement que la famille est là pour venir en renfort. Voilà à quoi sert la famille. Merci. Voilà. Et alors la famille, puis le couple Perelman. Alors le couple Perelman, ça c'est une photo que je trouve extraordinaire. Et alors j'ai pris le parti, et bon là j'ai fait une exception, j'ai pris le parti de ne pas mettre de photos. Aujourd'hui, les éditeurs dans la salle me contrarieront pas. C'est très facile de mettre des photos plein texte et ça coûte pas plus cher. Et c'est un sujet dont j'ai discuté longuement avec Séverine Nickel. Et je me suis dit que je gardais un caractère littéraire et que je décrivais les photos, que je ne montrais pas, mais que je décrivais. Donc nous sommes des privilégiés ce soir. Là. Alors Alexandra me disait, pendant qu'on discutait, qu'elle trouvait que Raskel ressemblait au père de Talila. Alors, je ne sais pas. Qui est là dans la salle. Qui est dans la salle, pas du tout, Talila. Non. Bon. Et si elle est là, je la vois. Et je pense que la ressemblance, elle est dans l'extrême élégance. Car ces gens qui étaient plutôt pauvres étaient quand même tailleurs. Et là, Rava aurait dit, on va se faire photographier pour qu'après, ils aient honte. Le il, je ne sais pas qui c'est. Et regardez donc comment ils sont élégants. Elle date de quelle année, cette photo ? C'est une photo qui date d'entre l'ordonnance, là je fais mon historienne, entre l'ordonnance qui impose l'étoile jaune, donc le port 7 juin, oui, bien sûr, et la rafle du Veldiv. Oui, bien sûr. Et donc vous voyez, nous on a connu toujours notre grand-père avec le costume 3 pièces. Malheureusement, on ne voit pas sa montre Gousset, mais cette élégance et le port de Rava qui est de fierté, vraiment de fierté. Cette photo, elle a été prise par un photographe qui se trouvait à côté du cirque Medrano,
sur le boulevard de Rochechouart, boulevard Barbès-Espoir de Rochechouart, où il y a aujourd'hui une plaque pour le cirque Medrano et un Carrefour Market. Et en me promenant un jour au musée de Montmartre, j'ai vu une photo de la devanture du photographe. Donc j'ai été vérifié sur le registre du commerce aux archives de Paris que c'était bien ce photographe. Enfin, qu'il y avait bien un photographe. Donc, il y a, si vous voulez, il y a un côté subjectif que je revendique, mais il y a aussi le côté maniaque des historiens, qui est que tout ce qu'on peut vérifier, on va le vérifier. On va le vérifier, oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, comme je le disais en préambule, ces deux grands-pères sont totalement différents. Donc, Wolf est assez extraverti, il fourmille de projets. Quand il arrive à Paris dans les années 20, il crée des différents journaux, revues éphémères, il écrit des articles, il veut rendre compte de la vie littéraire yiddish à Paris. Il écrit lui-même beaucoup. Hein, je ne sais pas s'il était extraverti. Il aimait, il était journaliste dans l'âme. C'est-à-dire que mon père disait toujours, il faut toujours qu'il aille imgas, dans la rue. Donc il avait, et effectivement, il était peut-être extraverti. Je pense que il abordait les gens. Il abordait les gens. Il avait envie de rencontrer les gens. Il rencontrait les gens. Et il y a notamment les portraits des réfugiés allemands. Il a tenu une rubrique qui signait Aleph Beis, les 2 lettres de l'alphabet, et les portraits de réfugiés allemands sont magnifiques, quoi. Voilà. Donc, et puis c'est surtout sa femme dont Méni Abi soupçonnait qu'elle était analphabète, qu'elle lisait pas, qu'elle savait pas lire. Ça, on n'en a pas la preuve, mais qui a dans cette famille, les 2 familles, c'est les femmes qui ont tenu la maison. Donc, on pourrait dire que Raziel Perelman, qui vient pour des raisons économiques, qui fait venir sa femme et ses 2 enfants, Berthe, dans l'ordre chronologique, Berthe et Roger, qui sont nés à Varsovie. Donc, il les fait venir quand il n'est plus expulsé, quand il a un peu régularisé sa situation. Et on pourrait dire que c'est quasiment l'idéal type de l'immigré. D'ailleurs, mais quand on regarde de plus près, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a ce fils Roger, qui est, lui, très atypique. Qui aura un destin incroyable, Roger. Très atypique par son intelligence hors norme, qui est remarquée par les instituteurs, qui concluent « la famille est trop modeste, il ne pourra pas faire d'études », mais qui disent que c'est un esprit original et d'une intelligence... je ne sais plus quels sont les hors normes. Donc, quand on regarde de près, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste quand même quelque chose de plus typique de l'immigration juive polonaise. Alors justement, et du côté de Wolf, c'est ce personnage Wolf était petit, fluet. Ça, je ne raconte pas dans le livre, mais on disait qu'il avait essayé d'être presseur, mais qu'il n'avait pas la force de soulever Et puis, il voulait écrire, c'est ça qu'il voulait. Et sa femme, qui l'admirait beaucoup, nourrissait la famille de façon... Alors, elle faisait des restaurants en chambre. Ils ont ouvert un restaurant, et ensuite, c'était elle qui faisait la cuisine. Voilà. Et elle faisait la cuisine avec des choses, de l'escalope espagnole qui était de la tétine. Alors, comme je dis qu'on est maniaque quand on est historien, j'ai quand même cherché si on pouvait cuisiner la tétine aujourd'hui, mais il y a des recettes chez Marmiton, donc vous pouvez faire des essais, mais c'était inouï ce restaurant où il y avait tout le monde, quoi. C'était se croisaient tous les intellectuels. Quasiment un espace de coworking, quoi. Il y avait ceux qui écrivaient, il y avait ceux qui peignaient, dont Esther Karp, et puis une autre femme que mon père a beaucoup aimée, qu'il évoquait avec beaucoup d'affection, qui était Ranna Kowalska, qu'on a vu aussi à l'exposition là. Et puis tous les étudiants en médecine, roumains et polonais,
qui venaient étudier parce que le numerus clausus et qui venaient manger pour pas cher. Et c'est donc pas étonnant qu'au bout de 3 ans, ils aient fait faillite, parce que je suis pas sûr que beaucoup de gens payaient vraiment. Et Wolf et Vivorka avaient un vrai talent, parce que j'ai lu une des nouvelles qui est contenue dans ce recueil, qui est en vente à la librairie. Je vous conseille vraiment de vous le procurer, parce que c'est magnifique. Est et ouest déracinés. La nouvelle que j'ai lue est très, très drôle. Elle est pleine d'humour, elle est absolument formidable. Donc vraiment, je crois d'ailleurs même que je vais aller m'en procurer un, parce que je l'ai trouvé absolument magnifique. Alors, ce sont des nouvelles qui sont réellement formidables. C'est mon oncle Mény qui a décidé, notre père était déjà décédé, qui a décidé de les faire traduire. Et c'est lui qui a permis la traduction. Nous tous, les 7 cousins, nous avons donné nos droits, nous avons signé, nous avons donné nos droits à la Maison de la Culture Yiddish, qui a fait une très belle édition avec la traduction. Paul a évoqué Batia Baum et Shmuel Bounim. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de diffusion. Alors, s'il y a un éditeur dans la salle qui veut renégocier avec la Maison de la Culture Yiddish, je ne vais pas rediscuter avec mes frères et sœurs, ni avec mes cousins, mais je pense qu'on restera sur le même cas de figure. On a donné nos droits. Ça serait bien de les rééditer, effectivement, voilà, avec une diffusion. La nouvelle que j'ai lue s'appelle Le Christ disparu, et vraiment, c'est magnifique, c'est très drôle. C'est encore une fois, c'est plein d'humour. Et vraiment, quand vous terminez ce livre, ou plutôt au milieu, vous avez vraiment envie de rencontrer Wolf et Vivorka. Alors, dans la famille Perelman, c'est pas vraiment comment dirais-je, la même ambiance. J'ai noté cette phrase de Roger, donc le frère de Rachel, votre mère, qui dit ceci. Dans le milieu de mon enfance et de mon adolescence, l'objectif était l'ascension sociale, pas le bonheur, dont je n'entendais jamais parler. Je me demande si dans ce milieu, la réussite sociale était le bonheur même, si elle était un préalable indispensable, ou si le bonheur y est une notion n'entrant pas dans le champ de conscience d'une population persécutée pendant de très nombreux siècles. J'ai trouvé cette phrase assez forte. C'est une phrase qui est tirée des mémoires de Roger Perelman, Une vie de juif sans importance, qu'il a publié très peu de temps avant son décès, en 2008, si je ne me trompe. Donc c'est lui qui écrit. Et c'est vrai, j'ai cité les témoignages Vivorka, mais c'est vrai que le témoignage de Roger m'a été très... Enfin, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai même l'impression de connaître par cœur les 2/3 du livre, pas sur sa carrière de médecin, parce que ça m'intéressait moins. Mais Roger, il faut dire que Roger, on ne va pas rentrer dans les détails ici, parce que ce serait trop long, et vous le découvrirez en lisant le livre. Roger a un destin incroyable, parce qu'il a échappé à la mort de très nombreuses fois, soit par le fruit du hasard, soit parce qu'il est, je ne sais pas, peut-être parce qu'il était plus débrouillard que les autres. On ne sait pas pourquoi, mais plein de fois, il aurait pu être arrêté, il n'a pas été. Ouais. Il a même été, il s'est même enfui d'Auschwitz, je crois. Bon, alors enfui d'Auschwitz, c'est un peu plus compliqué. Il a été interné à Pithiviers du billet vert. Là, grâce aux gens du Cercil, j'ai eu il s'est évadé avec ses copains. Ensuite, il a été à Grenoble, il a été de nouveau arrêté, il s'est de nouveau évadé et il a été pris à Nice. Et en fait, il a été déporté par le même convoi que Jacob Machnik ou que le reste de la famille, alors qu'ils ne se connaissaient pas. Et pendant 15 mois, les 40 pages, vraiment, je conseille de les lire, mais les 40 pages qu'il consacre dans ses mémoires aux 15 mois qu'il a passé à travailler de nuit dans une mine de charbon, Yana Grube,
qui était un commando d'Auschwitz, sont des pages vraiment saisissantes. Et puis effectivement, il s'évade pendant l'évacuation du camp, pendant l'évacuation du camp. Donc là, il y a plein d'aventures aussi qu'il raconte, lui en détail, que moi je ne raconte pas. Et il fait partie il est fusillé avec d'autres, mais il se sort du tas de cadavres et il regagne. La France tard, puisqu'il arrive, tard par rapport puisqu'il arrive en août 45, après être resté après avoir fait tout un périple qui ressemble un peu au périple de Primo Levi, que Primo Levi raconte dans La Trêve, où il aboutit à Odessa, et puis ensuite il remonte Brunswick, je crois, et il est rapatrié par le Bourget en avion en août 45, très tard. Oui, c'est incroyable. Et c'est ça qui est fort dans votre livre, parce que forcément, on finit par s'attacher à ces personnages, on les suit, on sait pour certains que ça va finir tragiquement. Et vous avez à un moment cette phrase totalement vertigineuse: « J'aurais tant aimé restituer les discussions qui n'ont pas manqué d'agiter la famille Vievorka avant que ne fussent prises les décisions qui, nous le savons aujourd'hui, ont décidé de la vie ou de la mort de chacun de ses membres. » Et là, après cette phrase, vous mettez les noms de ceux qui... vous mettez une liste de noms avec ceux qui sont rentrés, ceux qui ne sont pas rentrés. Et chaque fois, à cause d'un choix qui n'a pas été le bon, mais ça, on le sait aujourd'hui, mais sur le moment, on ne le savait pas. Et ça, c'est totalement vertigineux. Oui, j'ai essayé d'être jamais en position de surplomb, c'est-à-dire l'historien qui sait, et de rester vraiment au ras de leur vie. Et là, le passage que vous citez, c'est quand ils sont à Nice. Nice, merveilleux. Ils ont adoré Nice. Ils se sont sentis en pleine sécurité jusqu'en août 42, où Vichy a livré les Juifs de la zone libre aux nazis. Donc à partir d'août 42, on peut penser qu'on n'est pas en sécurité, qu'on est en sécurité nulle part en France. Mais ils pensent tous, et Roger lui aussi, que d'être français protège. Et dans leur petite bande d'amis, qui va fréquenter les auberges de jeunesse, les camarades de la route, qui est la mouture de reconstitution des auberges de jeunesse, parmi toute cette bande, il y en a un qui arrive de Paris, qui est Jacob Paxiars, le peintre et sculpteur. Et nous, on l'appelait Jaco, donc je vais dire Jaco. Jaco, lui, il a été arrêté dans la rafle d'août 41. Il a été interné à Drancy. Et à Drancy, c'est des années où on meurt, au sens propre du terme, de faim. Et, je ne vais pas raconter les raisons, mais en novembre 41, les militaires allemands libèrent quelques centaines de détenus qui sont en train de mourir de faim, dont Jaco. Donc il se requinque, il se retape et il rejoint les Vievorka à Nice. Et quand en août, il jure qu'il ne se fera pas reprendre. Donc l'expérience de Drancy, et c'est lui qui convainc Mesnier et Haby de passer en Suisse. Si Jaco n'avait pas été interné à Drancy, peut-être qu'il ne serait pas parti. Et là, on a donc ces gens, une partie qui partent, une partie qui ne part pas. Et j'essaye de comprendre. Je n'ai pas de souvenir d'avoir discuté de cette question avec les uns ou les autres. Et alors, je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, l'âge. On a l'habitude de stigmatiser les Suisses pour ne pas avoir suffisamment ouvert leurs frontières. Mais la frontière, il fallait la gagner. Donc pour aller de Nice à la frontière suisse, quand on est juif,
sous l'occupation, avec Vichy qui continue, même quand il y a l'occupation allemande, enfin toutes les occupations, Vichy continue d'être Vichy, c'est quand même pas facile. Et puis il y a l'âge. Moi je pense que ma grand-mère, que vous avez vue jeune, mais après elle était quand même assez imposante, elle avait des problèmes de jambes, elle faisait des cures pour ses jambes. Donc je pense qu'il ne serait pas parti. Alors il reste les jeunes. Les jeunes, c'est Anna, que vous avez vue, qui était mariée avec Lev Gentowski. Et c'est cette famille qui a été très proche, qui est la famille Herschmann. Léopold, un génie des affaires. Léopold et Joseph Herschmann. Léopold reste. Et Jo et sa femme, qui n'était pas juive, partent. Et l'hypothèse que j'émets, pour une des hypothèses, mais j'en sais rien, c'est une hypothèse, c'est que si Léopold reste, c'est parce qu'il est plutôt d'un tempérament optimiste. Hein, je cite Billy Wilder, les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes à Hollywood. Donc il est plutôt optimiste, mais c'est pas ça. C'est que dans le convoi, il y a aussi les parents de sa femme, qui sont des gens âgés, 50 ans. À l'époque, c'est pas jeune, et émigrés, donc parlant mal français. Et la fille de Joseph et Huguette Herschmann et Florence Eman, qui était ici hommage pour la journée ukrainienne. Je parlais avec elle au téléphone. Elle m'a signalé une erreur. Huguette et Jo n'étaient pas mariés quand ils sont passés en Suisse. Je corrigerai s'il y a réimpression. Et là, c'est l'archive qui m'a trompé, hein, c'est les dossiers suisses. Et elle m'a dit que son père racontait que, en fait, ils avaient commencé à partir pour la Suisse et qu'arrivée dans le refuge, la femme, Jeannette, avait dit non, je ne peux pas laisser mes parents seuls et était revenue. Donc l'hypothèse que des enfants nés en France ou plus adaptés ne veulent pas laisser leurs parents, ça me paraît être quelque chose de sensé, parce que je ne raconte pas cet essai de passage, mais j'émets cette hypothèse qu'ils n'ont pas voulu laisser les vieux parents, bon, dépasser l'âge de ces vieux parents depuis bien longtemps, mais enfin, pour l'époque, 50 ans, c'était pas jeune. Et on va terminer là-dessus. Wolf ne reviendra pas. Et pourtant, vous racontez ça, et ça aussi c'est poignant, ça m'a beaucoup touché. Vous racontez que votre père, pendant longtemps, a cru qu'il reviendrait. Absolument. Et vous-même, absolument. Vous aussi. Moi, je l'ai cru, et je pense que je l'ai cru parce que mon père l'a cru. Il a cru d'ailleurs jusqu'à... Enfin, la première... le premier élément, c'est que Wolf est resté en vie, donc là aussi, c'est inouï. Inouï, il est resté en vie. Ouais. Et mon hypothèse, mais c'est une hypothèse, quand c'est une hypothèse, je le dis, hein, c'est qu'il était protégé par son statut d'écrivain yiddish. Et il a été, dès le début, dans ce lieu qui était un peu protégé, qui était le Canada, qui était le lieu où on triait les vêtements. Et ça lui a permis de survivre et jusqu'à la fin, si bien que quand les déportés ont commencé très peu, je cite les 2 articles écrits par Abi et Ménis dans le Réveil des jeunes sur la question du retour, mais quand ils ont commencé très peu nombreux à revenir, ils avaient vu Wolf à Auschwitz jusqu'en janvier 1945, jusqu'à l'évacuation. Donc je pense qu'il y a eu ce premier élément qui fait... Et puis ensuite, j'évite des mots comme faire son deuil parce que ça m'agace. Enfin, tout ce qui devient des stéréotypes. Mais quand même, je pense qu'il a fallu très longtemps et que ce qui a été décisif pour beaucoup,
pour beaucoup, ça a été quand même la parution du mémorial de Klarsfeld, où il y avait les noms, il y avait quelque chose de tangible. Voilà, ça devenait pour tangible. des gens qui avaient disparu, quoi. Voilà, donc je vous conseille vraiment de vous procurer, si vous ne l'avez pas encore lu, de vous procurer ce livre pour suivre les destins, ces destins croisés de ces deux familles, Perelman et Wiewiórka, parce que c'est à la fois poignant, bouleversant, drôle parfois, et il y a à la fois des anecdotes de la vie quotidienne et la grande histoire. Tout est mélangé dans ce livre, et c'est ça qui en fait sa force, c'est que vous arrivez à les faire vivre sous nos yeux. Et ce qui fait qu'à certains moments, quand ça se passe mal, on est vraiment, voilà, on est assez bouleversé. Donc, merci beaucoup, Annette Wiewiórka. Merci.